13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h46, Europe 1, 13h, dernière partie sur Europe 1 avec vous, Céline Géraud. Et aujourd'hui, le chroniqueur politique Olivier D'Artigol et l'avocate Sarah Salman. Et on continue à parler de cette affaire philippine qui prend évidemment une tournure très politique, aussi parce qu'on a un nouveau gouvernement et que ce gouvernement doit se positionner. Alors on a beaucoup entendu Bruno Retailleau, un peu moins Didier Migaud et Michel Barnier, mais je vous propose d'écouter Éric Ciotti, le président du groupe Union des droites pour la République. Il était invité ce matin de BFM et pour lui, les jours du gouvernement Barnier sont comptés. Je ne donne aucun avenir à ce gouvernement, qui est un gouvernement qui, dès le départ, est parti sur de mauvaises bases. Moi, je souhaite que le pays réussisse, mais nous voyons bien que ce gouvernement, ce n'est uniquement celui de M. Macron. C'est lui qui a choisi, jusqu'au directeur de cabinet du Premier ministre, c'est lui qui a choisi les ministres. Regardez tout le pôle économique et social. Il n'y a que des macronistes. Voilà, Éric Ciotti, Olivier D'Artigol. Donc Éric Ciotti votera la censure. Si on va jusqu'au bout, de son raisonnement, l'alliance ciotiste RN devrait donc voter la censure sitôt après la déclaration de politique générale. Oui. Nous verrons. Début octobre. Nous verrons. Ce qui est sûr, ça sera un moment très important ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en CDD, la clarification. Vous Parce pensez en CDI, il faut vous êtes toujours d'accord avec ce que dit Éric Ciotti, que c'est compliqué, ça va être compliqué pour ce gouvernement. C'est extrêmement compliqué parce que si on prend le groupe Ensemble pour la République, Horizon, le MoDem et LR, ça fait 212. Mais sur cette affaire, je compte même pas Lyotte parce que j'ai vu Monsieur de Courson qui dit il faut pas compter Lyotte. Ça fait 212. La majorité est à 289. Donc c'est pas tenable. Et cette actualité terrible, dramatique, éclaire le fait. Nous verrons le contenu dans la déclaration de politique générale de Michel Barnier sur les questions migratoires, sur ces questions de sécurité, sur les OQTF, par exemple. On attend Didier Migaud aussi. Non, mais là, pour le coup, ça sera le Premier ministre. Parce que j'entends bien Migaud, pour l'instant, n'a pas pris le début d'un commencement de décision. Ça serait bien qu'il s'exprime un peu. C'est silence radio jusqu'à la déclaration de politique générale. On a vu ce qui s'est passé pour le ministre de l'économie. Quand il ouvre la bouche, c'est un peu compliqué. Je vais terminer ma démonstration. On agit avant de communiquer. Ce sera un moment de clarification parlementaire et politique, de voir si le RN et le groupe ciotiste votent la censure. Ah oui, ça vous avez raison là-dessus. Alors après, je voudrais aussi parler du nombre de places en CRA. Oui. Il y en a que 1008 de rétention. Centre de rétention administrative, vous avez raison. Il y en a que 1008, donc c'est exactement le même, c'est ce qu'on disait à la pause, le même problème que dans les prisons. Il n'y a pas assez de prisons. Et donc, il y a trop de personnes dehors. Si je résume, là, c'est pareil. Vous avez 700 000 personnes sous OQTF en France et vous avez 1800 places en centre de rétention administrative. Ne pourrait-on pas construire davantage de centres de rétention administrative avant même de parler d'allonger ou pas la durée? Si on avait de la place, ça serait déjà bien. Je pense que ça, c'est une mesure qu'on devrait pouvoir faire avec un petit peu de volonté politique. Alors justement, la volonté politique, on attend la position du gouvernement qui n'avait pas prévu évidemment de se saisir de ce sujet. On a attendu combien de temps pour avoir un Premier ministre? On peut attendre longtemps avec eux. Enfin, vous savez, à ce point-là... Non, mais il a convoqué ce matin, on en a parlé dans le journal, il a convoqué les deux ministres pour faire un point, comme il dit, pour faire sur cette affaire. Dans le même temps, Laurent Wauquiez, le patron des députés de la droite républicaine, demande une mission flash pour faire toute la lumière sur les dysfonctionnements des missions flash, et au final, il nous faudrait des choses concrètes. Est-ce qu'à votre avis, ma question je la pose, le Premier ministre et le ministre de la Justice doivent se positionner sur cette affaire dans les jours qui arrivent? Ah, mais même dans les heures qui arrivent, j'ai envie de dire. Enfin, c'est une affaire qui est centrale et qui, malheureusement, si on ne fait rien, va se reproduire. C'est pas un fait divers, un cas isolé, non. On a déjà eu Lola, je pourrais citer plein d'autres exemples. Ce serait bien de faire quelque chose rapidement pour la sécurité de notre pays. Et est-ce qu'un alliage Retailleau-Migaud est possible désormais? Alors déjà, on avait la sensation, avant même que cette affaire n'éclate, que c'était tendu. J'ai une vision assez ancienne et nostalgique de la politique qui consistait à présenter un projet à un pays, à avoir une majorité ou pas, et après de mettre en œuvre la politique qui avait été présentée lors d'une campagne électorale, ce qui me semble être encore quelque chose d'acceptable en termes de vie démocratique. Aujourd'hui, je ne sais pas précisément de quoi est fait la vision sur le plan de la politique pénale, de la sécurité de Michel Barnier. J'ai quelques souvenirs de ses prises de position pendant la campagne interne de LR, mais sur la dernière période, je ne sais pas. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui avec un gouvernement nommé, mais dont j'ignore
le cap politique. Oui, c'est ça, on attend. Puisque les semaines qu'on a passées ont été uniquement des semaines sur le casting. Ouais. Mais nous n'avons pas eu d'informations concernant le cap politique. Ce qui fait dire à des ministres macronistes, c'est presque une participation sans soutien. On ne sait pas de quoi sera faite précisément la feuille de route qui nous sera présentée. Il va falloir attendre quelques jours. Ce qui est sûr, Olivier d'Artigol, c'est qu'effectivement, on en recevra plus mardi et que le sujet de la sécurité revient. On l'a vu avec cette ultra-violence, ces OQTF et le monde à l'envers. Des occupants, on en parlait dans le journal à Échirol, qui sont virés de leur appartement à cause des dealers. C'est un appartement, une résidence qui est complètement gangrénée par le trafic de drogue, 80 logements, et la mairie a demandé l'évacuation pour préserver la sécurité des habitants. Quand vous êtes maire d'une commune, vous devez assurer la sécurité de vos administrés. Et donc, c'est un véritable taudis, des problèmes de sécurité. Et donc, il y a véritablement des risques encourus par les gens qui aujourd'hui sont dans ces... Donc, ce que dit la mairie, qui pour la plupart est une population immigrée, qui vit tranquillement. Est-ce que le bon sens n'aurait pas été ce que dit simplement, je termine simplement, c'est de dire on évacue, il faut sécuriser la population, mais ça n'est en rien dire on laisse l'espace aux mains des dealers. C'est pas ce que j'ai lu ni entendu. Et pourquoi ne pas évacuer les dealers plutôt ? Enfin, moi je trouve ça quand même cocasse que ce soit aux honnêtes citoyens de s'adapter, de déménager, ce qui n'est jamais quelque chose d'agréable. Enfin, c'est assez pénible, plutôt que de se dire on va avoir la main lourde sur les sanctions sur les dealers. Là, on dit comme on n'y arrive pas, et c'est un aveu de faiblesse, eh bien, ce sera aux honnêtes gens de partir. C'est une caricature de la décision municipale. Oui, mais là, c'est quand même en sous-texte ce que ça veut dire. Non, ça consiste à dire les populations qui habitent là ne sont plus en sécurité. Il faut donc remettre de l'ordre dans tout ça, et ça me semble être une population sage. En grande partie issue de l'immigration. Les occupants de ces immeubles, on les a entendus dans le journal, qui sont menacés par des dealers qui, eux... Donc j'ai raison quand même, vous voyez, Olivier, c'est pas... étranger. Plutôt, on aurait dû plutôt évacuer les dealers que les honnêtes gens. Non, mais je pense je vous assure, pour avoir regardé de près ce dossier, que les conditions de sécurité minimales pour les personnes qui habitent ne sont plus réunies. Donc il faut C'est un aveu d'échec pour vous ? Oui, terrible. Parce que ça rappelle tout simplement, et ça c'est un sujet qui me tient à cœur, que les premières victimes de l'insécurité, des trafics et des bandes, ce sont les habitants des quartiers populaires. Et qui sont le plus souvent issus de l'immigration. C'est ce que je vous dis. Qui sont des travailleurs du quotidien, qui sont ceux qui le plus souvent sont sur des tâches très pénibles. C'est les travailleurs du RERB, du premier RERB le matin. C'est ceux qui ont tenu notre société sur la période du Covid, quand il fallait faire des boulots où on ne pouvait pas télétravailler. Et c'est eux qui subissent la dégradation de l'espace public, la dégradation des services publics, la peur, le ventre noué de crainte quand on garde sa voiture, savoir si le lendemain elle sera là ou incendie, etc. Mais c'est eux qui sont les victimes directes de ça. Sarah Salman. Oui, alors je suis assez d'accord. De toute façon, ce sont souvent malheureusement les plus précaires qui souffrent, qui sont des victimes collatérales du trafic de stupéfiants. Et on avait eu d'ailleurs sur cette chaîne une auditrice qui nous parlait de Grenoble en disant qu'elle devait C'est juste adapter. à côté, Ah d'accord, ok. Oui, c'est pas un sens aigu de la géographie. J'y suis jamais allée, mais elle nous disait je suis obligée de m'adapter. Je ne peux même plus sortir le soir pour aller au restaurant. Donc on voit quand même qu'il y a une adaptation des honnêtes citoyens par rapport à la délinquance. Alors là, j'ai peut-être un peu caricaturé, mais dans les faits, les personnes adaptent leur comportement à la délinquance. Là, si on prend l'exemple de Paris, il y a beaucoup de femmes, et j'en fais partie, qui ne sortiraient pas seules à 2h du matin. Ça nous viendrait pas à l'esprit. Un dernier mot, j'avais envie de vous parler de cette fraude sociale qu'on estime à 13 milliards d'euros. On est en train de parler du budget qui sera présenté à partir du 9 octobre. 13 milliards d'euros par an, c'est le montant estimé de la fraude sociale, Olivier d'Artigol. On met quoi dans la fraude sociale ? Il y a les entreprises, les arnaques, les entreprises, les auto-entrepreneurs, les indépendants. Voilà, les arnaques à carte vitale, aux prestations sociales. Y compris le travail au noir, alors. Oui, tout ça. Voilà. Oui, mais bien sûr. C'est colossal. C'est une piste d'économie, effectivement. C'est une piste d'économie, comme l'évasion fiscale, comme l'optimisation fiscale agressive. Il y a beaucoup de sources, en effet, de ressources qui manquent à notre budget. Il faut attaquer toutes les fraudes de quelque nature. Avec des réseaux souvent bien organisés, Sarah Salman. Oui, je suis assez d'accord. Alors après, il y a des fraudes avec des ampleurs différentes. Vous avez l'auto-entrepreneur qui déclare pas tout. Évidemment, c'est pas bien. Parfois, il n'est pas au courant de tout.
et il a une régularisation et ça va. Après, il y a des fraudes effectivement de grande ampleur. Il y a le travail au noir qu'on connaît tous et il y a aussi ce qu'on appelle le travail au gris. Travail au gris, ça veut dire que vous déclarez une partie mais pas l'autre. Et ça, il y en a presque autant, voire plus que du travail au noir, parce que la personne se dit ça va, j'ai quand même déclaré une partie, mais pas tout. Et ça, c'est encore plus difficile à cibler le travail au gris par rapport au travail au noir où il y a vraiment rien. En tout cas, une piste d'économie pour Bercy, pour faire des déficits et éponger. On a réglé une partie du problème. Voilà, on a réglé le problème. Il faut arrêter de faire des chèques en blanc aussi. Merci beaucoup, Sarah Salman, Olivier d'Artigol. On se retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, 16h-18h, Cyril Hanouna, et ce soir, 19h, le repas soir avec Pierre de Villeneuve, toute son équipe. C'est bien entre 19h et 21h. Restez bien avec nous sur Europe 1. Votre jeudi après-midi se poursuit avec Christophe Ondelat, 14h-15h. On de la raconte sur Europe 1.